Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. C'est une véritable fiche pédagogique à usage patrimonial qu'on vous propose désormais. Je vous ai un petit peu teasé le rendez-vous tout à l'heure avec Thibaut Cosnet du Conservateur. On va parler d'assurance vie et notamment de la clause bénéficiaire. Et pour ce faire, c'est Virgile Delporte qui est avec nous. Bonjour Virgile. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, cofondateur de Testamento. Et vous vous êtes penché sur cette clause bénéficiaire, histoire de vraiment tout nous dire, tout ce qu'il faut savoir sur cet outil, parce qu'en fait, c'est un outil niché au cœur de l'assurance vie. D'abord, est-ce qu'on peut brièvement rappeler justement ce qu'est cette clause bénéficiaire et pourquoi j'insiste en disant que c'est un élément central dans sa vie patrimoniale ? Oui, donc déjà on peut rappeler effectivement que la clause bénéficiaire, on en a dans beaucoup de contrats. La clause, ça détermine à qui vont les capitaux si on décède. Tout simplement. Alors, ça couvre beaucoup de contrats. On parle d'assurance vie, bien sûr, mais on pense aussi aux contrats de prévoyance individuel, collectif, au plan d'épargne retraite, mais aussi au contrat obsèques. Donc, il y a beaucoup de champs d'application. Il n'y a pas que l'assurance vie qui a de la clause bénéficiaire. Alors, bien souvent, quand on souscrit un contrat, puisque là, on parle de l'assurance vie, il y a tout un tas de process qui se mettent en marche, on remplit des tas de choses et on est généralement incité, je vais dire comme ça en mettant quelques guillemets, à cocher la case devant une rédaction type de la clause bénéficiaire. Et ça, c'est pas forcément le meilleur choix qu'on a à faire. Quels sont les risques finalement de ce choix par défaut ? Alors déjà, on peut rappeler ce qu'est le choix par défaut. Le choix par défaut, une clause bénéficiaire standard, ça dit « Mon patrimoine ira à mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux ». Une fois qu'on a dit ça, que peuvent être les problèmes ? Il y en a plein. La première chose, c'est que la définition du conjoint, elle peut varier d'un contrat à l'autre. Historiquement, quand il n'existait pas le PACS, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, le conjoint, c'était uniquement marié. Un conjoint, légalement, c'est marié. Donc si on dit mon conjoint et qu'on vit en couple, en concubinage, on oublie, le concubin, ça passe à l'as, ça part directement aux enfants, s'il y en a. Donc la première chose, c'est la définition du conjoint. La deuxième chose, c'est finalement, est-ce que fiscalement, c'est la meilleure chose que de transmettre à son conjoint si on est une famille installée. Bien sûr, quand on est jeune et qu'on ouvre son contrat, on va privilégier protéger son conjoint. Mais si on est plus âgé, que les enfants sont grands, on va peut-être plutôt se dire, s'il arrive quelque chose, le patrimoine devrait peut-être aller à mes enfants parce que ça pourrait les aider. Et autrement, la clause bénéficiaire d'un contrat, d'assurance vie notamment, c'est exonérer droit de succession. Le conjoint, il est exonéré droit de succession aussi. Donc si on veut exonérer droit de succession à quelqu'un qui est déjà exonéré, on ne gagne pas vraiment de points. C'est saturé bretelle et ça sert pas grand-chose. Et on a perdu un petit impact. Un troisième exemple, c'est peut-être finalement dans nos familles d'aujourd'hui, qui sont nos enfants. Nos enfants, si on dit, moi j'ai 3 enfants, il y a peut-être un enfant d'union précédente, de mon conjoint, de ma conjointe, elle avait un enfant, elle a un enfant au moment où on se met en couple, on a 2 enfants ensemble, et puis cet enfant, moi je le considère comme le mien, et bien si je mets mes enfants à défaut, mes héritiers légaux, ce troisième enfant il n'existe pas. Et si je veux le protéger, il va bien falloir faire quelque chose et déterminer une clause un peu différente. Parce que si les choses ne sont pas bien faites, soit ça va aux mauvaises personnes, soit ça n'y va pas du tout, parce que ça peut se produire aussi, et c'est un mot qu'on entend en termes d'assurance vie, c'est la déshérence. Qu'est-ce que c'est exactement cette déshérence et en quoi c'est un problème ? Alors la déshérence déjà c'est un problème beaucoup plus large même que l'assurance vie, on estime à plusieurs milliards, 6 milliards, 12 milliards, il y a des chiffres qui varient beaucoup, donc c'est beaucoup d'argent. Et si on parle de la déshérence au sens large, et on va même prendre un exemple, c'est une maison abandonnée en face de chez vous, dont vous n'avez jamais vu quiconque se pointer dans les 20 dernières années, parce que finalement personne ne sait à qui appartient cette maison. La déshérence c'est un gros problème. C'est un problème de mobilité. Ouais. Plus d'une dizaine de milliards d'euros qui dormiraient dans les limbes. Exactement, dont on ne sait pas forcément à qui ça appartient. Donc la déshérence, c'est dans la partie assurance vie, c'est finalement, on sait qu'il y a des bénéficiaires. Alors les enfants, mais qui sont les enfants en fait ? Je ne sais pas. Donc si je suis l'assureur, moi je n'ai pas eu l'occasion forcément de chercher, et donc les capitaux sont restés un petit peu bloqués là. Et puis effectivement, il y a une réglementation qui est venue pointer un peu le bout de son nez en disant et ces capitaux en déshérence là, à qui ils appartiennent, et retrouvez-nous les bénéficiaires. Comment est-ce qu'on peut inciter finalement un souscripteur d'abord à bien traiter à l'origine sa clause,
En clair, ne pas Cocher la case. prendre le temps de se dire non, je suis désolé, monsieur l'assureur, mais je ne vais pas bêtement cocher la case, première chose. Et puis derrière, parce que vous l'avez dit, la vie évolue, on n'a pas les mêmes priorités, les mêmes exigences, les mêmes besoins quand on éventuellement souscrit son contrat à 20 ans que quand on en a 50 et tout au long de sa vie. Comment est-ce qu'on peut inciter chacun à vivre avec sa clause bénéficiaire? Ouais, déjà, il faut rappeler, et on est ici aussi pour le dire, c'est que c'est vous qui êtes décideur en fait de ce que vous voulez dans votre clause bénéficiaire. C'est vous en tant qu'assuré. Donc en tant qu'assuré, je dois être capable de dire au conseiller, s'il me dit ça, on verra ça plus tard. Non, on va le voir maintenant parce que c'est important pour moi. Si je viens de verser 50 ou 100 000 euros dans un capital et que je décède le lendemain et qu'on verra plus tard et qu'on n'a pas vu un an plus tard, c'est trop tard. Donc vraiment insister sur le fait que c'est vous qui décidez individuellement à qui vont ces capitaux, et vous avez le droit de demander ce que vous voulez, évidemment dans les règles de droit. Vous ne pouvez pas désigner un chien, un chat dans vos bénéficiaires. On n'est pas au Japon. On n'est pas au Japon, mais on va pouvoir décider vraiment de son vivant qui on souhaite, et on va pouvoir le décider tout au long de sa vie. Quand on ouvre son contrat à 30 ans, éventuellement cette clause standard nous convient, 10 ans, 20 ans plus tard, peut-être que justement on s'est remarié, ou on avait mis quelqu'un nominativement, et bien finalement on n'est plus avec cette personne. Alors il faut absolument penser à ça, et donc c'est penser systématiquement, quand on réfléchit un peu à la transmission, en fait qui j'ai déjà désigné. Si je suis salarié d'un grand groupe, je suis cadre dirigeant, et que j'ai un capital d'essai qui va à ma petite amie d'il y a 15 ans, quand je suis rentré dans le groupe, c'est un peu dommage, quoi. C'est y penser systématiquement. Donc on relit régulièrement ces clauses bénéficiaires, parce qu'en plus on n'est pas obligé de mettre la même sur tous nos contrats, hein. Oui, et on l'a fait évoluer au rythme de notre vie. C'est-à-dire que les conseillers aussi, qu'ils soient conseillers chez son assureur ou conseillers en gestion de patrimoine, etc., c'est à eux aussi de challenger finalement leurs clients? Ouais, il faut qu'ils les embarquent en fait. Alors si on regarde un petit peu, on vous disait en tout début d'entretien, souvent on coche la case standard. Quand on est le conseiller, on n'est pas très à l'aise. On se dit, si on repasse 10 ou 15 minutes là-dessus, est-ce que je vais pas terminer mon contrat et le client va me dire on se reverra dans 2 mois et j'ai pas terminé ma souscription. Donc en tant que conseiller, je suis pas forcément à l'aise. Donc comment devenir à l'aise avec ça? C'est être capable d'en parler, c'est de pouvoir poser les questions au client. Si vous arrivez à un truc, à qui vont ces capitaux? Et rassurez-vous, on va le faire ensemble, ça va prendre 5 minutes. Et c'est ce côté, finalement, outil vers lequel nous, on s'est orienté, c'est de construire des outils qui permettent aux conseillers d'être super à l'aise avec le sujet. Justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de prendre sa plus belle plume et de tout écrire, et on est aidé par le digital, c'est ça? Oui, contrairement au testament. Donc, nous, Testamento, on a inventé le testament en ligne il y a un peu plus de 10 ans maintenant. La clause bénéficiaire, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà un document dactylographié. Donc, on n'a pas besoin de l'écrire à la main. Donc, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on va pouvoir construire cette clause directement avec son conseiller dans un parcours digital et hyper fluide, hyper simple. Le conseiller va nous demander ce que l'on souhaite, et puis le parcours va se dérouler sous nos yeux, et à la fin, on va générer un document qu'on va signer électroniquement ou qui va être inséré à l'alias de souscription sans qu'on ait le jargon juridique obligatoire. On n'a pas un cours de droit à suivre avant tout ça. Donc il y a un avantage pour tout le monde, et pour l'assuré qui sera mieux servi, et pour l'assureur, entre guillemets, le conseiller qui est bien accompagné. Oui, et en fait, nous, on a découvert ça il y a 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans, même 6 ans. On est rentré dans un accélérateur qui s'appelle French AssureTech à Niort, et un des dirigeants de la Massif était venu me voir en me disant « Ce que vous avez fait, ça, ce serait génial pour moi, parce que mes clients ils m'envoient des courriers pour demander à modifier leur clause bénéficiaire, ils m'envoient des courriers papier, j'arrive pas à le lire, je mets 2 mois à leur répondre, c'est compliqué comme expérience. Et si on avait un outil digital, on gagnerait du temps. Donc on a construit ou co-construit avec la Massif une solution qu'on a d'abord mis à disposition des conseillers, et puis 6 mois plus tard, dans les espaces clients, pour que le client en autonomie soit capable de modifier sa clause aussi. On sait que récemment, il y a eu toute une volonté des pouvoirs publics parfois de simplifier, d'alléger, toutes les procédures un petit peu économiques. Enfin, je pense notamment à la loi Pacte, etc. Ça a eu une incidence sur cette fameuse clause bénéficiaire? Ouais, il y a eu plusieurs actes qui ont été structurants dans les 10 dernières années. La première, c'est la loi Eckert.
qui a imposé justement de s'attaquer au sujet de la déshérence. Et puis la loi Pacte et des résolutions ACPR sont tombées progressivement dans le temps. Encore une le 21 novembre dernier, qui indique spécifiquement que la clause bénéficiaire, il faut la voir avec son client dans le lot devoir de conseil. Il faut pouvoir tous les 2 ans pour les distributeurs, ceux qui sont en face avec le client, et puis avec les assureurs tous les 4 ans, il va falloir prendre le temps d'observer, de vérifier si la clause elle est toujours adaptée aux besoins du client. Donc oui, la réglementation force un peu là-dessus. Parfois, ça tord un peu le bras des assureurs qui ont plein de choses à faire. La réglementation, elle est lourde, mais pour nous, ça nous semble être un enjeu vraiment important. Bon, Virgile Delporte, pour terminer, j'ai 2 petites questions vraiment pratico-pratiques. Déjà, quel conseil vous donneriez pour bien choisir sa clause bénéficiaire quand on est, on va dire, dans une situation qui est pas, j'ai pas envie de dire normale, mais voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire, famille recomposée, concubin, enfin voilà, une fois qu'on n'est pas dans le standard. Alors, il y a vraiment plein de clauses hyper intéressantes. Donc la première chose, c'est de demander à son conseiller, d'aller voir son conseiller et de vérifier qu'il est équipé d'une technologie comme celle de Testamento. Il n'y en a qu'une, donc qu'il demande Testamento directement, ça sera plus efficace. Et puis non, en fait, dans les clauses un petit peu sympas, activables, la clause démembrée est extraordinaire. On donne l'usufruit au conjoint et le capital finalement principal aux enfants, et au moment où le conjoint décède, les enfants récupèrent le reste. Ouais, donc ça, c'est des choses hyper intéressantes. Et une autre clause qui est chère à Jean Olagnier, qui a un peu le pape de tout ça. La clause à tiroir, vous m'avez vu venir. Donc la clause à tiroir, où on dit au conjoint, en fait, au moment où je décède, tu choisis entre 0 et 100% en fonction de tes besoins. Et puis, selon ça, les enfants vont récupérer le reste. Je suis ravi que vous évoquiez cette clause, entre guillemets, dite Olagnier, parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle, et bien souvent, armé de quelques conseils que j'ai eu l'honneur parfois de défendre, j'ai eu des auditeurs qui m'ont dit ouais, mais moi je suis arrivé avec votre clause Olagnier là, et mon assureur il m'a dit moi ça va pas, ça rentre pas, ça chez moi ça rentre pas. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là si l'assureur nous dit moi ça chez moi ça marche pas? Alors c'est vrai que ça peut être un débat, c'est pas toujours évident. Et c'est l'assureur qui freine là dans ces cas-là. L'assureur peut freiner. Alors si par hasard on a ce contexte-là, on peut tout simplement déposer sa clause chez un notaire. Et donc on va la sanctuariser chez un notaire, et on va dire à l'assureur la clause elle est chez mon notaire, et donc on peut y mettre ce que l'on veut avec les conseils qui vont bien. Évidemment pour ça il faut être sûr de soi, il faut pas s'aventurer dans n'importe quel chemin, mais si on a eu les bons conseils en amont, c'est une autre option. Et à ce moment-là dans la clause bénéficiaire on précise sur le contrat elle est déposée chez le prestataire. Exactement. En plus ça permet souvent de